Last but not least, donc Jean-Pierre Henry, donc, qui est donc, ni médecin ni chirurgien, que nous avons invité, en raison de son expérience en simulation. Donc Jean-Pierre Henry, comme je vous le disais tout à l'heure, a une grande expérience de pilote de chasse et de formateur en simulation. Il nous a paru intéressant qu'il nous apporte un petit peu son éclairage sur une expérience qui est quand même très nettement supérieure à la nôtre. Nous sommes vraiment dans l'enfance de la simulation en chirurgie robotique et avec beaucoup de leçons à tirer de l'expérience de l'aéronautique civile et militaire. Alors l'aéronautique civile et militaire, tu peux peut-être nous expliquer comment les pilotes de chasse appellent les pilotes de ligne? Oui, c'est ça là, oui. C'est les take-off and landing officers. Donc, quand tous les anesthésistes prétendent que c'est le décollage et l'atterrissage qui sont les plus difficiles, effectivement, ce sont des take-off and landing officers. La profession de chirurgien s'apparente certainement plus à celle d'un pilote de chasse, où après avoir décollé, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui peuvent survenir. Non, sinon, je l'ai fait sur la dernière. Donc, on est entre nous, c'est pour ça que je me le permets. Ouais, c'est vrai, quoi. Petit souci technique? This is not the last update. I have the last one, yes. Sorry for the troubles. Oui, c'est bon. It works. It's a Mac. Super, on y va. Okay, thank you. My first job was to convince you that there is a link in between aviation and surgery. But I don't have to do it, because a lot of people talking here did it before. My first slide here, I'll share with you my point of view with that. On the left, a friend of mine flying the Rafale, low level. And on the right, you know what it is. You are the experts. So, seeing that, you can say, okay, what's the link in between? Let me tell you what I see. I see two people with workload. Imagine flying a jet like 600 knots, that's a little bit like 1,000 kilometers per hour. Flying 250 feet from the ground, that's 75 meters from the ground. Low level, high speed. In Afghanistan, over Libya, over Mali. Imagine the workload of the pilots. That's the reason why we are two. In my aircraft, I fly the Mirage 2000D at Nancy. We are two in the jet because there's a lot of work to do. I just fly as a reserve officer. Now I'm civilian. Workload for surgeons, you know better than me about it. I see two people with time pressure. My jet, if I do not refuel each 1 hour and a half, I have to eject. I don't have enough fuel. Time pressure for the patient. He doesn't want to stay in the OR for several days. Responsibility. We are all officers. We have to make up decisions each 10 minutes, 5 minutes, 3 seconds, decisions. Sometimes there's a line in between what we are allowed to do and what we are not allowed to do. Sometimes, both times, we have to do something we are not allowed to do. In training, if we don't do it, people will die. So we have to make up decisions. I guess you have to make up that kind of decision as well. Life at risk. The only difference is life at risk. For me, it's my life, which is at risk. For you, it's your passion. Tiredness, fatigue. You know what I'm talking about, but one of my missions over Libya, 2 years ago, I took off at midnight to fly over Tripoli for several hours, then go back and landing at 7 a.m. in the morning. My body wanted to sleep. It's good, I don't need it. My mind wanted to sleep. That's hard. For you, when you are waking up at midnight, same to go to the OR for an operation, you know what it is. Stress, of course, stress. We have to deal with stress, pressure for all lives at risk, patient life at risk. I've already talked about it. Team management, we are not alone. I fly in a 2-seater jet, but I work with other aircraft, a team, a formation of aircraft. I work with controllers. I work with special ops forces on the ground.
you work with your assistants, with surgeons, with a team. Last but not least, technology. We're here to talk about robotic. So the link, same. When I fly my Mirage, it's full of technology. When you're using the robot, you use as well technology. And the team are here to tell you how we use simulators now in my airbase to train people, because the link, technology, and all the other words here, we do the same job. Let me show you how we use simulators. First of all, history. It was 1 century ago. Don't know Antoine, it's a French aircraft, Antoine, made the this simulator. It's really basic, but there's a need to show the people what you will experience in real life. Let me show you just a little view of what you will experience. It's not that realistic. Now, we just saw some pictures of Grand Theft Auto. This is Flight Simulator X. This is for, you can download it if you want. And this is for everybody. This kind of, it is really realistic. There are 2 Mirage 2000-5 flying over Swiss Alps, and it's really realistic. Now in my company, I fly another aircraft, an American aircraft, the A-10. And this simulator, which is for public release, is the same used by the US Air Force. So everybody can practice. It's easy. Jeff Berkeley said it. It's easy for aviation to do some really realistic simulators. It's really easy. It's really hard for you, for surgery, to make some realistic simulators. Maybe that's the difference in between our kind of trainings. So how do we use these simulators here? 2 tasks: developing and maintaining technical skills. Professor Zatava talked a lot about technical skills. We use the simulator to develop technical skills, to know what to do inside the aircraft. So here, performance and training program goes along. First, okay, level of performance. Imagine that you have a rookie, a young pilot. You will not ask him to be already 100% as an expert. Let's say for the next 1 month, 80% is enough. So let's set the level here. First day, arrive, performance 0, beginning of the training program. First step we always do is theory, of course, as you do. Books, open books, learn what the aircraft, what the system is. But learning is not enough. We have to work with a mentor. An old pilot will brief him, okay, you know the theory, let me tell you, speaking head to head, how I use the aircraft. You will learn from my knowledge. It's only knowledge, only people talking. Then next step we always do is go to trainer. Trainer is just a small simulator, some PCs brought together, and it's not really that realistic. But what we want people to train is to know which button to push at which time. That's the only thing we want to know for this trainer. It's not realistic, it's just to practice the basics. And the next step to go above this limit of 80% is a simulator. Simulator is really realistic. It's a go, no-go criteria. You can see I didn't fly, the rookie didn't fly at this time. Everything was ground training. And simulator is so realistic that we can go clear the guy to go to fly or stay on the ground. And then, next step, final step, is a flight. For each new exercise, dive bombing, practicing low-level flight, or trying to fire, to know how to fire a new missile, and so on and so on, each time we have these 5 sequences. And flight is only the final step. And the most important step for us is a simulator. I've seen some young pilots failing at simulator step. Fail at simulator, another one, and then no go. You don't go to fly. You're abort. All your program is abort, and we will see together if you are cleared to continue your formation. Simulator decides. And then fly, and if you don't fly for a long time, then you lose your skills. That's me today. I fly as a reserve officer. I fly each 1 month or 2 months. Then I lose my skills. I will fly again in three weeks.
I know on the Monday morning what I'm going to do. I'm going to go to the simulator. That's mandatory. I'm not clear to go to fly if I not succeed in my simulator session. I know that I would prefer to go direct to fly on Monday morning, but it's not clear. I have to go to simulator first. And on the simulator, they will say, green light, you go to fly, red light, no, simulator again. And after each session of simulator, I always think it was good to go to the simulator. Sometimes you crash on the simulator. You can crash several times. You don't care. You go to really a realistic program and you go really far. The jet, okay, let's turn off the engine. Let's turn off all the electrical power. Let's see how you deal with that. That's a simulator training. Another way we use a simulator is for individual mental training. What do I mean by that? When there is a rookie, a young pilot having some difficulties in flight because he didn't succeed an exercise, he will be stressed. So we'll put him in the simulator or in the trainer with a coach, a mental coach. It will be with him, and how do you feel? You are seated in simulator. How do you feel? I feel stressed. Okay. Breathe 3 times. How do you feel? Less stressed. Good. Breathe again and calm down. How do you feel? Okay, I feel good. Okay. So let's rehearse your exercise in the simulator. How do you feel? A little bit more stress. Okay, let's calm down and breathe again. And of course, it's not the beginning. Before these rookies, this trainee, had to learn how these mental skills to dim the stress. So breathe again. How do you feel? I feel good. Okay, now you're clear to go to flight. I don't know if you ever seen the Patrouille de France training before the flight. Did you ever see that? We call it la musique. The briefing is the leader stands in front of the pilots. Some pilots have their eyes closed. Some are just open. They say, okay, for takeoff, we do this, we do that, and now turn right, go, top. Mental training. And they make the flight before the flight. That's mental simulation. We do this kind of exercise either in a chair or in the simulator. And a last way of using a simulator, this is some cameras inside my simulator of Mirage 2000D at Nancy. We do it for team training, pilot and navigators. Some general terms like situation, we assess situation awareness, leadership, decision-making, cooperation, and so on. And most of all, Professor Zatava was talking about communication. Yes, communication is a key word. And we see with these tapes, after the simulator, the team, the pilot and the navigators go to a specific room and watch video, specific extract of the videos, and they see, okay, how do we communicate in real life? Because there is a difference in between what I feel I communicate and the real life, the real way I did communicate. And sometimes when we do this kind of exercise, I've already seen pilots and navigators saying, whoa, I said that, yes, it's a tape, it's real world, it's rational. Okay, sorry, talking to the pilot, sorry, I'm really sorry I talked to you like that. Realizing how people communicate, how they cooperate, how they deal with stress, how they deal with team performance. We've tried with Professor Iber to do this in the training OR with pigs during the DU of robotic surgery. We put some cameras inside the operating room and we debrief with the team. Team was really, okay, that's the first time in our life that we debrief how we behaved, how we communicate. We should do it in our hospitals. Yes, you can do it. It's just cameras and people talking. That's all. That's all. Thank you for your attention. Any question in French or English? Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Philippe Montupet, qui est l'intervenant pour cette session. Bon, d'abord, merci de pouvoir terminer cette séance magnifique avec quelques mots en français et de l'invitation de Jacques de commenter cette présentation qui est une synthèse magnifique du topic aujourd'hui. Et le topic, c'était
simulation et robotique. Et là, je me permets de redescendre sur Terre, parce que nous avons parlé de simulation, nous avons parlé de robotique, mais le topic, le sujet d'aujourd'hui, simulation et robotique, c'est votre présentation qui l'illustre le mieux. Sauf que nous sommes tous des chirurgiens, mais nous n'avons pas tous franchi les fourches codines, la sélection pour être des chirurgiens de chasse, des pilotes de chasse. Je ne sais pas combien il y a de pilotes de chasse parmi la population générale des pilotes chevronnés, mais certainement aussi il y a peu de chirurgiens français rompus aujourd'hui à la pratique de la chirurgie robotique. Et donc dans notre sujet, qui est la promotion résolue de cette chirurgie robotique qui est notre futur, il faudrait insister sur quelques points clés. Un des points clés a été souligné dans l'importance tout de suite d'un centre de formation majeur, correctement financé, très bien pensé, à l'instar de ce qu'il y a maintenant 20 ans, Jacques Marescot a imaginé et concrétisé à l'IRCAD de Strasbourg. Il faut dire aussi que parmi les 4000 chirurgiens qui se sont formés à l'IRCAD à Strasbourg, la proportion de ceux qui ont acquis et pratiquent d'une manière routinière la vidéochirurgie reste faible. Et combien sont allés, sponsorisés, heureux d'être là. L'Institut est merveilleux, j'y suis allé souvent, mais finalement étant d'un niveau extrêmement bas sur des basic skills. Or, en robotique, des incidents vont survenir sur des basic skills. Très peu d'acteurs seront concernés dans le présent, et nous travaillons pour un présent déjà. Et il est probable que nous avons besoin, grâce au côté collégial multidisciplinaire de l'Académie de chirurgie, de pousser très fermement et très fort pour un centre promoteur de la formation et de la simulation en chirurgie robotique. Mais si nous sommes réalistes, il faut commencer avec un esprit de progression mesurée, parce que d'abord un robot, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une simple colonne de célioscopie. Il faut nous organiser. L'Académie est un outil privilégié pour susciter aujourd'hui et demain, de la part des tutelles, cette promotion d'un centre français d'excellence pour l'enseignement à la simulation dans la robotique. Probablement, il n'y aura pas les moyens d'en financer 2 ou 3, donc il faudra économiquement faire des choix et certainement étendre notre influence dans les autres pays européens, que dans chaque pays d'Europe, un centre soit leader avec cette qualité d'excellence qu'a donné l'IRCAD, mais un programme forcément moins ambitieux numériquement parlant. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté extrêmement sélectif aujourd'hui de la simulation en robotique que vous illustrez merveilleusement, mais tout chirurgien n'est pas appelé à devenir un pilote de chasse? Oui, je pense que la simulation aide beaucoup à développer ses compétences techniques. Et, les vieux pilotes disaient toujours que même ma grand-mère pourrait être pilote de chasse. C'est juste une histoire de temps d'apprentissage, de durée d'apprentissage. Et ce qu'on a pu observer, c'est que la simulation... Pourquoi est-ce qu'on fait de la simulation? Parce que c'est rapide et que ça coûte pas cher. Hein. Il faut bien... ça c'est déjà été dit. Un simulateur coûte... Même si à l'achat, un simulateur a le même coût qu'un avion, le simulateur, il peut tourner 24 heures sur 24. Il n'y a pas si longtemps que ça, Air France utilisait son simulateur 24 heures sur 24. Il l'utilise encore, il n'y a que entre 2 et 4 heures du matin, quelque chose comme ça qui ne tourne pas. Voilà. On le rentabilise un peu moins dans la défense. Et donc, la simulation permet d'acquérir ces compétences techniques de manière graduelle et donc beaucoup plus rapide, efficace et adaptée. C'est aussi un maître mot, adapté à chaque personne. Il y a certes un programme défini pour tous, mais chacun est suivi de manière individuelle et ça nous permet vraiment de rapidement et à faible coût de pouvoir, dans l'aviation, sélectionner. J'ai dit, il y a une réelle sélection qui se fait par la simulation avant même d'aller en vol. Même un pilote qui a déjà volé peut être déclaré inapte au vol parce que la sélection l'aura défini ainsi. La simulation, pardon, l'aura défini ainsi. Et donc, je pense que la simulation va vous permettre de former plus rapidement et plus efficacement un plus grand nombre de chirurgiens en robotique, en gardant toujours à l'esprit, vous dites un centre par pays en Europe, oui, et je dirais même un simulateur
par établissement qui possède un robot pour pouvoir, avant de pratiquer, je vais faire un peu de skills. Je crois que je sais, ok, on va voir. Et là, le simulateur, lui, il est rationnel. C'est go, no go. Et c'est la même chose. Il vous donnera un pourcentage. Les simulators of Mimic tell you a percentage of your skills. And it's rational. It's rational. It's not, it's objective. Donc, je pense vraiment que ce sera nécessaire, cette implantation d'un simulateur qui ne coûte que 100 000 euros. Ça paraît beaucoup, oui, je suis d'accord, mais ce n'est que 100 000 euros. Quand on compare au prix du robot, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai une dernière question à poser, enfin, il y aura peut-être d'autres, mais qui me paraît importante. On a beaucoup insisté sur le caractère dangereux du robot. Alors je voudrais savoir quelles sont les complications du robot. Parce qu'apparemment, on présente le robot comme un instrument aussi grave, aussi grave que la chirurgie bariatrique. Oui. Moi, je suis assez d'accord. Le robot, il n'est pas dangereux. Il fait rien. S'il est maintenu, s'il y a une maintenance, il n'est pas dangereux. Par contre, il y a des chirurgiens qui peuvent être dangereux en utilisant le robot. Mais le nombre de pinces cassées à l'intérieur, suite simplement parce que tout à coup la pince a cassé. Enfin, moi, on a fait 2000 interventions dans le service. Moi, j'en ai jamais vu. Donc, il y a un tas de tests, etc. Ce qui est intéressant quand même par rapport à l'aviation, c'est qu'on voit que la simulation sert à former, mais sert à sélectionner. Tandis que pour nous, sélectionner et dire à un de nos collègues « tu feras pas », c'est quand même très mal vu par par les chirurgiens. Oui, une question. Une question sur lorsqu'on passe dans des services où où on voit utiliser le robot, on voit faire des gestes de base en général, les sutures, ce qui est le maintien de la machine et la connaissance des systèmes, mais on voit rarement le développement, l'adaptation du robot aux conditions pathologiques, c'est-à-dire le suivi de la mission pour vous. Et comment, en quelques mots, je m'adresse là à Jacques Hubert, comment il arrive à faire passer de l'un à l'autre? On sait bien faire des sutures, mais où est-ce qu'il faut couper le vaisseau? Est-ce que vous avez des principes justement de simulation qui permettent d'apprendre aux élèves de faire le geste parfait, mais au bon endroit et au bon moment. Oui, mais c'est la question qui a été soulevée à plusieurs reprises aussi, la définition des plans où il faut inciser, l'acquisition de l'habileté chirurgicale. Je crois que ce qui a été souligné à plusieurs reprises, c'est qu'il y a l'acquisition de l'habileté, l'utilisation du robot. C'est-à-dire, comme en voiture, ne plus avoir à réfléchir quelles sont les séquences de mouvements qu'il faut faire pour changer de vitesse, pour freiner, savoir débrayer, etc. Donc ça, il faut que les réflexes soient intégrés dans le cerveau sous-cortical et qu'on n'ait plus besoin d'y penser et qu'on consacre son attention à la conduite automobile ou au geste chirurgical. Ensuite, la réalisation de l'intervention chirurgicale, mais c'est là que va intervenir l'expérience du chirurgien. Quand on voit au DU de robotique, les jeunes, effectivement, progressent beaucoup plus vite dans l'utilisation de la machine, mais ensuite, ils culminent dans leur acquisition, alors que les plus anciens qui ont l'expérience chirurgicale connaissent les plans où il faut aller disséquer, savent où il faut aller... Et donc, ce que montrait Jeff Berkeley tout à l'heure, en dernier, dans la dernière diapo, avec les vidéos d'intervention enregistrées et sur lesquelles il imprime, il propose des arrêts sur image, il pose des questions aux chirurgiens, aux novices, il dit voilà, quelle est cette structure anatomique, maintenant quel va être le prochain temps opératoire, voilà, s'y répond bien, l'intervention continue à se dérouler jusqu'au temps suivant, on te dit voilà, maintenant où on en est, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Je crois que c'est aussi l'avenir de la formation, mais c'est un niveau différent. C'est l'apprentissage de l'opération. Ce n'est pas l'apprentissage de l'utilisation de la machine. Une brève question d'Alain Ertig. Oui, je voulais féliciter Philippe Montoupet pour son remarquable exposé. Il faut savoir aussi que c'est l'homme qui décide de ce qu'il doit mettre dans le simulateur. Alors les instructeurs pilotes, c'est sûr que s'ils ne posent pas les bonnes questions, ils ne font pas les bons gestes au simulateur, on arrive à des catastrophes, parce que les catastrophes dans des accidents aériens, avec le bureau enquête accident, à 90%, c'est pas la technique, c'est l'homme. Bon. Alors si, par exemple, avec des magnifiques simulateurs, l'instructeur d'Air France n'a pas appris aux pilotes sur une machine de 777
comment fait-on quand un avion perd de l'altitude et qu'il faut pousser le manche au lieu de le tirer, qui se cabre et que pendant 2 minutes il tombe et qu'il y a 250 morts? C'est sûr que c'est les limites, mais ça c'est toujours, on revient à l'homme, et c'est les limites humaines, parce que la machine, le simulateur, le robot, il a 98% où il n'a jamais de panne, et c'est en fait l'erreur humaine qui fait qu'on arrive à des catastrophes. Et dans la simulation, il y a aussi l'erreur du programmateur, de celui qui doit apprendre les gestes qu'il faut faire en cas d'accident. Ils apprennent panne de train, d'atterrissage, panne de moteur 1, panne de moteur 2, mais enfin là, on n'avait pas appris à ce qu'il fallait faire quand l'avion avait perdu de l'altitude. Hein, donc c'est un peu la limite, mais malheureusement, on est tous comme ça, c'est la limite humaine du facteur humain. Oui. Tout à fait, ce que vous dites est très juste, et c'est pour ça qu'on est attaché, comme je vous le mettais dans les derniers slides, à recentrer sur l'humain. Le simulateur est là, mais n'oublions pas que c'est l'humain, et que c'est important de débriefer des comportements purement humains. On ne parle même pas de technique, hein, les petites caméras que je vois. J'ai débriefé avec des équipes chirurgicales, j'y connais rien en chirurgie, mais on a parlé de communication, on a parlé de choses humaines, d'émotions, de fatigue, de stress, etc. Donc vous avez bien raison, il faut tout à fait garder l'humain sur le devant de la scène. C'est lui qui est dangereux. En aviation, c'est lui qui tue. Tout petit mot très rapide. Moi, j'ai été très intéressé par le fait que quand vous volez plus, vous perdez vos moyens pour voler et qu'il faut retourner dans le simulateur. Et c'est une remarque que je veux faire par contre au DU, parce que moi je vois beaucoup d'internes, même des gens de chevronnés qui vont au DU, qui donc passent leur truc, apprennent leur manœuvre, font leur truc, et puis n'ont toujours pas le robot. Et le jour où ils vont s'y mettre, ils n'auront plus la pratique. Non, mais c'est un vrai sujet qu'on a dans l'obtention des diplômes. Et je trouve que le fait qu'ils le disent pour l'aviation, c'est tout à fait ça. Parce que je vous assure, plein de gens qui sont venus à Nancy chez vous se sont fait même valider chez moi, mais il n'a toujours pas le robot. Donc le jour où il aura le robot, il aura beau avoir le diplôme, il ne pourra pas s'en servir. Mais le jour où il aura le robot, il faudra qu'il revienne. Et en 48 heures, il va récupérer. C'est ce que nous a dit Jean-Pierre Henry. Non, c'était pour insister, parce que dans l'expérience que vous avez montrée, moi j'ai intégré aussi les problèmes comportementaux, parce qu'en chirurgie, dans le bloc, c'est parfois un peu tendu. Je pense qu'on pourrait imaginer d'avoir des progrès pour le stress et la manière de parler à l'équipe. Je pense que là, je pense pas, on le sait tous, il y aurait des progrès à faire aussi dans le fonctionnement. Parce que de temps en temps, il y a la pression qui monte, et vous l'avez très, très bien montré. Et je crois que ça fait partie aussi des choses qu'on peut François, ça fait partie des objectifs d'améliorer. Non, mais je crois que c'est très important. Tout à fait. Très, très bien. Très bien. Donc Christophe Iselin, de Genève. Iselin de Genève. Moi, je remercie beaucoup notre pilote de nous avoir montré que justement, grâce à la pratique du simulateur, on peut se remettre en forme. Et nous tous chirurgiens, on sait que practice makes perfect. Ça, c'est un truc, on nous le dit depuis le début de la formation. Et j'ai vu beaucoup de chirurgiens qui avaient peur du simulateur, qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on va nous mettre encore entre nous et le patient, etc. Mais non, c'est un instrument extraordinaire, et comme vous le dites, ça nous permet de nous exercer et de nous remettre en forme, de jouer nos gammes finalement. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit prendre le simulateur. Oui. Moi, je suis admiratif des Américains qui font quand même des compétitions. Des compétitions. Non, et puis il y a quand même un autre. Il y a quand même un autre problème aussi en chirurgie qu'il faut apprécier. Et c'est vrai pour les pilotes, simplement eux, ça arrive avant nous. Mais avec l'âge, les performances techniques, enfin les performances physiques et parfois les performances techniques se modifient. On le sait tous très bien. Il y a des études qui ont été faites. Alors, il y a des études qui ont été faites au niveau des pilotes et il y a certaines études qui ont été faites au niveau des chirurgiens. Donc on peut aussi imaginer que les simulateurs pourraient permettre de voir si en termes techniques, on est toujours opérationnel ou pas. Parce qu'il y en a à 50 ans, ils ne devraient plus, et il y en a d'autres à 70 ans, ils peuvent toujours. Donc c'est des éléments objectifs. Et je pense que là, il y a tout un champ d'évaluation. Tu parlais des permis de conduire, c'est exactement ça. Juste une petite intervention pour dire qu'on a parlé de la nécessité de créer des centres. Il y a quelque chose qui est encore plus compliqué, c'est de dégager le temps pour l'auto-entraînement dans un esprit de deliberate practice, ce qui veut dire de répétition sans cesse, avec un souci d'amélioration constant. Moi, j'ai été très frappé de voir
une étude qui a été publiée dans un journal de neuropsychiatrie, de psychologie, et qui compare le professionnel et l'amateur. Et l'étude avait été faite avec Tiger Woods. Tiger Woods s'entraîne 8 heures par jour. Donc, compte tenu de ça, et c'est à comparer aux 2 sauts de balle que l'amateur va taper une fois par semaine. Eh bien, c'est exactement pareil pour la chirurgie en général, et en particulier la chirurgie robotique. Il faut y passer un temps considérable. Mais pour les jeunes, et ça c'est un sujet que je connais bien, vu le temps perdu au bloc, on a largement le temps de les entraîner entre les interventions. Il n'y a pas de problème. Alors ça, au contraire, c'est la raison pour laquelle je me bave pour qu'il y ait des simulateurs éventuellement dans les blocs opératoires pour que les gens, entre-temps, puissent s'entraîner. Quand tu as un robot dans ton bloc opératoire, nous on a le DVD sur le robot, personne n'y va la nuit alors qu'il pourrait tourner la nuit. C'est parce qu'il n'y a pas la motivation. Oui, mais il faut aussi la pression et le contrôle, parce que tous les robots, on peut s'en servir la nuit, mais on va se servir de votre robot la nuit, vous ? En soirée. Bon, je crois qu'après cette session extrêmement dense, vous savez que vous êtes invité à manger par Medirisque à manger au Relais Odéon, c'est juste en face, donc à la sortie en face de la sortie du métro. Est-ce qu'on pourrait voir à main levée qui est-ce qui nous accompagne à ce dîner ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, merci. Donc la suite de la session, donc, demain matin à 8h, donc le groupe de travail reprendra son action. Alors ça sera à l'amphi Gustave Roussy, donc c'est juste à côté. On vous réexpliquera. Mais il faut voir, c'est Pascal Degouvet.